Bonjour, aujourd'hui on va étudier le nombre de cycles d'une permutation et vous allez voir que ça donne des objets combinatoires extrêmement étonnants. Je vous donne un exemple, on est sur S3 et vous avez S3, on a 6 éléments, donc on peut commencer à le regarder sérieusement. Les 3 l'élément neutre, les 3 transpositions, les 2-3 cycles, et on va regarder le nombre de cycles dans la décomposition en cycles à support disjoint. Bon, quand je dirais cycle disjoint, ça voudra toujours dire ça, hein, d'accord? Ou même décomposition en cycle, bon, je supposerais que c'est disjoint, évidemment, si jamais je m'emporte au niveau vocabulaire. Ici, vous avez, parmi les cycles, on compte les 1 cycle, ça c'est important. Donc par exemple, vous allez avoir le 1 cycle 1, le 1 cycle 2, le 1 cycle 3, donc ça en fait 3. D'accord ? Ici, le nombre de cycles pour c'est 3. Pour une transposition, c'est 2, hein, c'est 1, 2 fois juste le 1 cycle 3. Bon, pour les transpositions, et ici vous avez ce nombre qui est égal à 1. Donc je l'appelle C indice sigma, ce nombre, hein, C sigma, c'est le nombre de cycles dans la décomposition. Et quand je dis la décomposition en cycle, c'est la décomposition en cycle à support disjoint. Et je vais regarder ici le polynôme générateur de ce nombre de cycles pour les éléments, toutes les permutations de S3. Donc je vais avoir ici, il va y avoir un seul élément à 3 cycles. Là ici j'ai 3 éléments à 2 cycles et j'ai 2 éléments à 1 cycle. D'accord ? Et je peux regarder le polynôme Q3 où je fais pareil, mais je multiplie par la signature, parce qu'ici j'ai une signature moins 1, ici j'ai une signature 1, ici une signature 1, donc ça me fait ce polynôme. Et ces polynômes, ils sont faciles, très très faciles à calculer, vous allez voir, mais il y a quelque chose de plus important que leur calcul, c'est comment ils sont représentés. Donc regardez, je pose PM égale à la somme pour sigma dans SM de x puissance c sigma, c'est exactement ce qu'on a là pour m égale 3, eh bien je vais avoir la formule que Pm de n sur factoriel m, c'est m parmi n plus m moins 1. Je l'écris comme ça parce que ça me plaît et parce que ça va avoir dans la suite un sens. Parce que vous allez voir que cette formule, et l'autre après aussi, ne sont pas difficiles à démontrer, c'est juste que leur sens est intéressant à observer. Maintenant, ici, QL, donc c'est la même chose avec la signature, et je vais avoir une autre formule en lien avec la combinatoire, c'est 1 sur factoriel m de QM de n, pareil, mais là c'est m parmi n. Voilà. Donc le scoop, c'est pas tant ça que... Regardez, par exemple, je vous donne juste un avant-goût pour commencer. Si vous prenez m égale n, ça veut dire que 1 sur factoriel n, qn de n, est égal à 1. Par exemple, ici, vous allez prendre x égale 3, d'accord ? Vous allez avoir 3 puissance 3, ça fait 27, moins 3 fois 3 puissance 2, là, ça fait 0. 2 fois 3, ça fait 6. 6 divisé par factoriel 3, ça fait 1. Bon, alors, effectivement, on trouve 1. Mais, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas n'importe quel 1. Ce 1 exprime le fait qu'il y a unicité du déterminant à scalaire près, c'est-à-dire unicité d'une n forme alternée sur un espace de dimension n. Et là, c'est quand même assez étonnant, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de dire ça, c'est la première des choses qu'on dit sur le déterminant, il existe une unique, à scalaire près, forme n alternée sur un espace de dimension n. Eh bien, regardez ce que ça donne. Ça donne directement, ça va donner directement cette formule. Voilà une formule qui synthétise cette propriété du déterminant. Et là, par exemple, ça voudra dire que l'espace vectoriel des formes m linéaires alternées sur un espace de dimension n est de dimension m parmi n. Voilà, par exemple. C'est ce qu'on va voir, on va regarder ça tranquillement. Donc on va commencer par démontrer cette formule-là. Regardez, les choses au niveau combinatoire sont relativement raisonnables. Je vais appeler AMK le nombre de cycles, tel que
ou sigma de SM, tel que C sigma, c'est K. Donc il y a K cycles dans la décomposition à support disjoint de sigma. Et bon, ma proposition, c'est que AMK, c'est AM-1 K-1 plus M-1 AM-1 K. Ça ressemble à des choses de type triangle de Pascal, un peu déformé à cause de ce M-1. Alors pourquoi? Je vais essayer de construire tous les éléments de SM, sigma, d'accord, avec leur cycle à support disjoint, leur décomposition en cycle. Et je dis qu'il y a deux possibilités. Soit je vais construire des éléments tels que sigma de M égale M, et c'est pas compliqué, ces éléments-là, d'accord? Je prends juste, puisque ça fixe M, bah ça fixe le complémentaire, donc j'ai qu'à regarder dans SM-1 la décomposition en cycle, et je rajoute le cycle singleton juste avec M. Donc là, c'est ce qui va me donner ces éléments-là. Parce qu'effectivement, je vais être dans SM, là ici, je vais avoir K cycle, puisque ici j'ai K-1 cycle, et j'en rajoute un. Donc ici j'avais K-1 cycle, je rajoute un cycle, et donc ça fait AM-1, K-1, qui fixe M. Bon, il est évident que si ceux-ci étaient distincts, ben, ceux-ci sont distincts aussi. Bien. Maintenant, si sigma de M est différent de M, eh bien, je peux poser, et ça nous donne des cas disjoints évidemment, sigma de M égale I. Et j'ai M-1 façon de choisir I. Donc maintenant, M n'est pas dans un cycle singleton. Il va être dans un cycle qui fait partie d'un ancien cycle. Et donc ici, je peux mettre dans les anciens cycles de type SM-1, je peux mettre M juste avant I. Je sais que I va être à un seul endroit dans la décomposition au cycle à support disjoint, puisque les supports sont disjoints, et j'ai plus qu'à mettre M juste avant I pour que sigma de M soit égal à I. Donc j'ai M-1 façon de choisir I, mais une fois que j'ai choisi I, je sais que je vais avoir, alors ici, je garde K parce que j'ai gardé le même nombre de cycles, je n'ai pas rajouté un cycle, mais j'ai AM-1 K fois M-1. Donc cette formule est assez simple, essayez-la, testez-la pour aller de 3 à 4, vous allez voir, ça marche très bien. Bien, donc maintenant, PM, bon, le PM que j'ai défini ici, quand je concatène tous les monômes x puissance c sigma, et bien évidemment, il y en a exactement AMK. C'est-à-dire que PM, c'est la somme indice K. Donc K égale 1, en fait, M. On voit bien que ça va être compris. K, il y a forcément au moins un cycle, et il y en a au plus M, il y en a exactement M pour l'identité. Donc ici, vous avez ce polynôme-là. C'est le polynôme PM, c'est somme de AMK xk. Eh bien, ce que dit la récurrence en termes de polynôme générateur de la suite AMK, eh bien, c'est que c'est PM égale PM-1 fois x plus M-1. Très facile, en développant PM-1, en regardant la définition de PM-1, de multiplier par x plus M-1, et d'appliquer ceci pour voir qu'on obtient PM. Ça, c'est très direct. Donc, comme P1, qu'est-ce que c'est que S1? Il y a juste l'élément neutre, donc P1 c'est X, ça veut dire que PM c'est X, facteur de X plus 1, facteur de etc., jusqu'à X plus M-1. Voilà, c'est parfait. Donc, quand je vais faire 1 sur factoriel M, PM de N, ça me fait n plus 1 jusqu'à n plus m-1 sur factoriel m, ici, et c'est-à-dire m parmi n plus m moins 1. On va voir que ça a un sens. Voilà. Maintenant, on va faire la même chose avec Q, mais ça demande un petit lemme préliminaire. On le fait tout de suite. Alors, pour calculer le polynôme Q, la première remarque à faire, c'est que si sigma est dans Sm, alors sa signature, epsilon de sigma, en fait, ne dépend que de m et du nombre de cycles dans sigma. Donc, regardez, epsilon
de sigma, c'est moins 1 puissance m fois, moins 1 puissance c sigma. Bon, ça c'est assez facile à démontrer parce que vous prenez sigma, il possède, donc ça c'est sa décomposition au cycle à support disjoint, c'est 1 jusqu'à ck. Bon, k étant le nombre évidemment de cycles, donc c'est c sigma, hein, k. Donc sa signature, c'est par multiplicativité de la signature, c'est le produit de i égale 1 à k de epsilon de ci. Donc le produit de i égale 1 à k de moins 1 puissance la longueur de ci moins 1. Ça c'est une formule connue, hein, un cycle, par exemple un 4 cycles, il se décompose en 3 transpositions, c'est assez facile à voir, et donc sa signature ça va être moins 1 puissance 3, donc moins 1, et en général il faut faire, donc c'est la loi des intervalles en quelque sorte, et il faut faire la longueur du cycle moins 1. Bien. Donc ici maintenant, ça veut dire que c'est moins 1 puissance la somme des L de CI fois moins 1 puissance le nombre qu'il y en a, c'est-à-dire moins 1 puissance k. Mais la somme des longueurs de CI, comme on a pris tous les supports, c'est une partition finalement, on a partitionné M, donc ça, cette somme c'est M, c'est exactement M, donc c'est moins 1 puissance M, et là, K, c'est C sigma, donc moins 1 puissance C sigma. Donc on a démontré le petit lemme. Qu'est-ce qu'il nous dit le lemme? Il nous dit finalement que Qm, quand on va regarder Qm, d'accord, c'est ça. Ici, on va avoir moins 1 puissance M qu'on va pouvoir mettre en facteur, et on va avoir une somme de moins 1 puissance C sigma. C'est-à-dire qu'on peut le rentrer là-dedans, c'est moins X puissance C sigma. Donc en gros, d'accord, Qm, c'est moins 1 puissance M, P de moins X. Alors que quand on va regarder P de X, la formule qu'on avait tout à l'heure, et qu'on va envoyer moins 1 puissance M à chaque fois moins 1 dans chaque facteur, eh bien ça va nous donner X facteur de X moins 1 jusqu'à X moins M plus 1. Voilà, c'est terminé. On a le corollaire. Bien. Et bien maintenant, quand je vais appliquer à n, et que je vais diviser par factoriel m, eh bien j'ai n-1 jusqu'à n-m plus 1 sur factoriel m, c'est-à-dire m parmi n. C'est exactement ce qu'on a. Donc, vous voyez que ça, c'était pas très difficile. Là maintenant, ce qu'on va faire, et ce qui me paraît vraiment intéressant, et c'est le point de vue justement qui prend du recul par rapport à cette combinatoire, c'est de donner des raisons d'être à ces formules. C'est de matérialiser ces formules dans des objets. De voir que ces formules, elles veulent nous dire quelque chose. Et qu'entre autres, par exemple, il y a une seule, à scalaire près, forme linéaire n alternée sur un espace de dimension n. Ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Maintenant, par étapes quand même, mais c'est vraiment la partie passionnante, je trouve, de cette histoire. Alors donc le but maintenant, ça va être de représenter cette formule avec des vrais objets qui vivent avec des vraies structures. Regardez, je vais appeler M, Mn, indice petit n, l'ensemble des n uplés de naturel dont la somme fait M, que j'assimilerai à l'ensemble des monômes à n indéterminé, x1 jusqu'à xn, de degré global m. Donc c'est x1 puissance alpha 1 jusqu'à xn puissance alpha n, et le degré, c'est la somme des alpha i, donc c'est m. Donc c'est le degré total, hein, d'accord, d'un monôme à plusieurs indéterminés. Donc le degré, c'est m. Voilà. Maintenant, je vais appeler A, ou AMN, plus précisément, l'ensemble des applications de 1m vers 1n. Voilà. Bon, évidemment, AMN, c'est le cardinal n puissance m. Et en fait, je vais construire une application phi qui va de AMN vers NMN. C'est très simple. À F, une application ici, je lui associe le monôme, je vais le regarder comme ça, hein, X indice
f de 1 jusqu'à x indice f de m. Bon, évidemment, ça c'est un monôme, voilà, puisque les f de i ils sont tous de 1 à n, donc c'est un monôme là-dedans, et c'est de degré m, puisqu'il y a m éléments là-dedans. Je rajoute que phi est évidemment surjective. Dès que vous avez un monôme là ici, rien ne vous empêche de trouver un f qui va aller de 1m et qui va réaliser ce monôme. Comment je fais pour construire un antécédent? J'ai un antécédent standard. C'est-à-dire ici, j'ai x1 carré, x4 par exemple. Je veux connaître un antécédent. Je prends x1, x1, ça va être, donc il faut que 1 soit envoyé. Donc je vais prendre les deux premiers, 1 et 2. Et x4, ce sera pour 3. Voilà. Mais maintenant, c'est mon antécédent standard, c'est le plus naturel que je puisse trouver. Mais j'en ai d'autres, plus tordus. Je peux décider que 1, eh bien, c'est 2 et 3 qui s'en occupent, et 4, c'est 1. C'est moins standard, c'est moins naturel, mais ça marche aussi. Ça aussi, ça va être envoyé sur x2, x1 carré, pardon, x4. Voilà. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à mon élément standard, j'ai envoyé 1 ici et 2. Donc 1, je l'ai envoyé sur 2. 2, je l'ai envoyé sur 3. Et 3 sur 1. Donc, si je veux obtenir tous les antécédents d'un monôme donné, je prends mon antécédent standard, tel que je l'ai construit ici, et je n'ai plus qu'à modifier ces éléments-là par une permutation sigma. C'est-à-dire, ici, par exemple, donc 1, je l'ai envoyé sur 2, 2 sur 3, et 3 sur 1. Voilà, j'ai fait une permutation sur l'ensemble de départ. Voilà, et donc phi de g égale phi de f, si seulement si g égale f, donc ils ont la même image finalement, alors c'est une image avec multiplicité en quelque sorte, g égale f rond sigma. Voilà, il existe sigma, tel que on a ça, sigma dans SM. En gros, qu'est-ce que j'ai fait? Alors là, j'ai fait une action. Alors ceux qui connaissent par exemple le collier de perles, ils connaissent très très bien ce truc-là, le développement du collier de perles. Regardez, on fait agir SM sur un ensemble d'applications. Alors pour que l'action soit bien définie, c'est sigma.f égale f rond, mais sigma moins 1. Bon, c'est la même chose, il suffit de changer sigma en sigma moins 1 pour que ce soit une action à gauche et que je puisse utiliser la théorie des actions de groupe. Bien. Alors donc j'ai SM qui agit sur A, voilà, et en fait, maintenant j'avais ma surjectivité, mais l'injectivité elle est modulo cette action, ça veut dire que MMN est en bijection avec l'ensemble des orbites de AMN sous SM. Voilà ce que ça dit. Et bien maintenant, j'affirme que cette bijection, c'est la réalisation de la formule qu'on avait obtenue au départ, qui est ici, c'est-à-dire que je vais montrer que le cardinal de Mn, c'est exactement ça, et que le cardinal de ça, c'est exactement ça. Voilà, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors on va commencer par montrer que le cardinal de cet ensemble de monômes à n indéterminé de degré m, c'est m parmi n plus m-1. C'est assez classique et c'est assez joli de le faire avec les formules de Taylor. Je dis que ce cardinal-là, alors je vais regarder cette réalisation de MMN, c'est exactement, quand je vais regarder une somme de, ici, t puissance alpha 1, t puissance alpha 2, les alpha i vont de 0 à l'infini, en quelque sorte, d'accord? Ici, ce nombre-là, c'est ce que je vais récupérer comme coefficient, alors ça c'est une façon standard de le dire, je regarde le coefficient en t puissance m de ce produit, d'accord? Donc c'est un produit de n facteurs, et ces facteurs, c'est la série géométrique de raison t, d'accord? Voilà. On arrive à s'en convaincre facilement que quand on va regarder
le coefficient en Tm, ça va nous totaliser toutes les fois que t puissance alpha 1 fois t puissance alpha 2 fois, etc. jusqu'à t puissance alpha n égale t puissance m. Et donc la somme des alpha i égale n. Donc c'est ça qu'on veut. Donc je regarde le coefficient Tm. Mais ça, c'est la série géométrique, c'est donc 1 sur 1 moins t. Et comme il y a m facteurs, c'est 1 sur 1 moins t puissance n. Donc je veux regarder le terme en t puissance n. Si j'appelle cette fonction h, d'accord, ça va être h, le coefficient en t puissance m, c'est juste la dérivée mième de h en 0 sur factoriel m. C'est juste la formule de Taylor. Bien. Donc quand on dérive, on va avoir n facteur de 1 moins t puissance moins n plus 1. Puis on redérive, ça va faire n plus 1, 1 moins t facteur de moins n plus 2, etc. etc. Et en 0, eh bien, ça va faire 1. Donc on va multiplier tout ça par 1. Donc ce truc-là, c'est égal à n plus 1, et il va y avoir évidemment n facteurs, puisqu'on dérive n fois, donc jusqu'à n plus n moins 1, et on divise par factoriel n. Voilà, on a déjà obtenu que ça, c'est ça. Après, il n'y a plus qu'à démontrer que ça, c'est ça. Vous en doutez, c'est la fameuse formule de Burnside, surtout si vous avez déjà touché au collier de perles, ce que je vous conseille de faire comme préliminaire pour ce genre de truc, pour comprendre assez facilement, c'est assez général. Donc maintenant, on va regarder le cardinal de ça, on utilise la formule de Burnside, c'est le nombre d'orbites, alors donc on cherche le nombre d'orbites, c'est 1 sur le cardinal du groupe, donc factoriel m, fois la somme pour sigma dans Sm, du cardinal des fixateurs dans A de sigma. C'est la formule de Burnside. Mais qu'est-ce que c'est que A sigma? F appartient à A sigma. Si F rond sigma moins 1 égale F, c'est-à-dire si F rond sigma aussi égale F, donc en gros, c'est si et seulement si F, puisqu'il faut que F ne change pas quand on passe par sigma, ici par sigma, ça veut dire que F est constante sur les orbites. Par exemple ici, si je change 2 en 1, 1 en 2, et 3 je le laisse, eh bien ça va me donner quelque chose qui est stable. D'accord ? Ça ne va pas changer F. Et en gros, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que sur chaque cycle, élément du cycle, donc ici, je vais décomposer, ça c'est le cycle de mon sigma, d'accord? C'est la décomposition en cycle de mon sigma. Eh bien, il faut que ma fonction f soit constante sur le cycle pour que quand on passe par sigma, eh bien, ce soit constante sur chaque cycle, d'accord? Pour que quand je passe par sigma, eh bien, ça ne transforme pas ma fonction f. Donc, eh bien, ça veut dire que ici, combien je peux construire ici, à partir de, par exemple, sur cet exemple, pour 1, 2, j'ai combien de choix possibles? J'ai 4 choix possibles, d'accord? Donc 4 ici, fois, ici pour 3, j'ai encore 4 choix possibles. Et ça va me donner à chaque fois des fonctions qui seront constantes quand on va les composer à droite par sigma. Eh bien, ça veut dire, vous avez compris, qu'il y a ici n, c'est-à-dire ici 4, puissance par le nombre de cycles. Et donc, ça nous fait 1 sur factoriel m, somme de sigma dans Sm de n puissance c sigma. Et donc, on a bien réalisé la formule de belle manière. Voilà, c'est joli. Donc, la deuxième formule, elle est quand même un peu plus compliquée à représenter, et c'est la théorie des représentations qui va nous aider. Alors, donc, je garde A, l'ensemble des fonctions de 1m vers 1n, et là, je vais faire ce qu'on appelle la linéarisation de A. A, c'est un ensemble. Je vais le linéariser en CA, c'est-à-dire que je vais prendre un espace vectoriel dont la base canonique est associée à A. D'accord ? C'est indexé, en quelque sorte, par A. Donc, c'est un espace vectoriel de dimension finie, de dimension quarte de A. C'est-à-dire, c'est les X dont les coordonnées... Alors, maintenant, F qui était juste un élément d'un ensemble, va être dans un espace vectoriel, et ça va être la base canonique, F parcourant A, ça va être la base canonique de CA. Donc tous les X,
s'écrivent comme ça en somme de XFF. J'aurais pu l'appeler E indice F pour que ça, parce que c'est pas le même objet, mais par abus de langage, abus de notation, je l'appelle encore F dans l'espace vectoriel. Bien. Et cette linéarisation fait que je peux faire agir sigma. Alors toujours sigma dans SM, hein, sigma, lui il est dans SM, et je vais le faire agir sur CA, mais cette fois-ci linéairement. Donc je le fais agir et je fais sigma.x égale, je fais agir sigma.x linéairement, c'est-à-dire c'est sigma.f ici, c'est-à-dire f rond sigma-1, et je garde xf. Ce qui veut dire autrement que la coordonnée f de sigma.x, cette fois-ci, sa coordonnée f, ce serait x indice f rond sigma. F rond sigma qui est encore dans A, hein, évidemment. On l'a vu tout à l'heure. Bien. Donc, ainsi, on vérifie que j'ai une action linéaire. C'est-à-dire, maintenant, c'est non seulement une action de groupe, SM agit sur CA, comme ceci, mais en plus de ça, en respectant la linéarité. Donc, SM, on va avoir un morphisme de SM, mais cette fois-ci, non pas dans le groupe des permutations de CA, mais dans le groupe linéaire de CA. On a ce qu'on appelle un morphisme par permutation, c'est-à-dire qu'on ne fait que permuter la base canonique. Donc en fait, les matrices qu'on a ici, si on récupère les matrices dans la base canonique, c'est des matrices de permutation. Bien. Alors maintenant, oui, on va dégainer la théorie des représentations. Hein. C'est-à-dire qu'on regarde la trace. Donc on prend un sigma là-dedans, on regarde alpha de sigma, on a une matrice de permutation, et la trace, évidemment, c'est le nombre de 1 qu'on a sur la diagonale, c'est-à-dire le cardinal des invariants de sigma. D'accord ? Donc c'est ça ce qu'on va appeler le caractère de sigma pour la représentation alpha. Et on a un théorème qui s'appelle le théorème de Mash qui nous dit qu'on a une décomposition de CA en représentation irréductible avec des multiplicités qui sont des entiers naturels que j'appelle A rho, quand rho donc décrit les représentations irréductibles de SM à isomorphisme près. Donc quand je prends la trace ici, ça veut dire en gros que quand sigma agit là-dessus, eh bien, on a une base dans laquelle la matrice de sigma s'écrit diagonale par bloc avec des multiplicités comme ça. Et quand je vais prendre la trace, évidemment, c'est la trace de chaque bloc, c'est la somme des traces de chaque bloc. Donc on va avoir la multiplicité, on va avoir le caractère de la représentation irréductible. Et donc, qui alpha, ici, ça va être la somme pour les rho irréductible de A rho qui rho. Bon. Maintenant, on a un théorème d'orthogonalité des caractères qui nous dit quoi? Qu'on a une forme. Donc, on regarde qui alpha, parce que ce qu'on veut, c'est récupérer ces A indice rho. Bien. On veut récupérer ces A rho. Heureusement, hein, c'est facile de les récupérer parce qu'on a une forme dans lesquelles, une forme assez facile à calculer, pour lesquelles ces caractères sont orthogonaux, et même orthonormés. Donc, pour cette forme-là, j'ai qui alpha, que je vais multiplier par qui epsilon. Donc, qui epsilon, oui, c'est le caractère irréductible de la représentation signature de SM. Qui alpha, qui epsilon, quand je vais passer comme tout ça, c'est les qui, ça forme une base orthonormée, il va me rester que A epsilon, c'est-à-dire la multiplicité de la représentation epsilon, la composante epsilon de CA. Et la définition de cette forme-là, c'est 1 sur factoriel m, somme de qui alpha bar de sigma, qui epsilon de sigma, quand sigma parcourt SM. Bien. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à comprendre ce qu'est ce A epsilon. Le A epsilon, c'est la dimension de ce qu'on appelle la composante isotypique de type
epsilon, la signature, dans CA. Je m'explique. C'est la dimension donc, de l'ensemble des x dans CA, tel que sigma se comporte comme epsilon de sigma, quel que soit sigma, hein, ici, quel que soit sigma dans SN. Voilà. Donc, on veut ça. C'est ce que je vais appeler donc la dimension, cet espace-là, c'est la composante isotypique, je l'appelle C epsilon A. Bon. Eh bien, quand j'ai un x dans C epsilon A, je peux lui associer une forme M linéaire. Donc, comment je définis une forme M linéaire? Bien sûr, je peux la définir sur Cn. Donc, c'est une forme linéaire sur Cn. Hein. Comme c'est sur Cn et que c'est M linéaire, donc ça va être sur Cn, croix Cn, croix Cn, croix Cn, M fois. Donc, comme c'est M linéaire, il suffit de la définir sur E de I1 jusqu'à E de IM pour chaque I1 jusqu'à IM. Il suffit de le définir comme ça. Et je vais définir x de E comme ceci. Donc à partir d'un x qui est dans C epsilon A, je vais prendre x, alors je continue à appeler x la forme M linéaire associée à x là-dedans, d'accord? Parce qu'a priori x est là. J'ai x de EI1 jusqu'à EIM, je vais dire que c'est xi. Qu'est-ce que c'est que xi? I, c'est une application qui va de 1m vers 1n. Donc ici, hein, puisque ça, on est sur Cn, hein, donc ça va de 1 à n. Donc I, c'est une application. Donc X possède en I, en f égale I, une coordonnée, et je l'appelle xi. Et je définis là-dessus, pour tout I, donc pour toute application dans A, je définis x comme ceci. Et ça va me donner, évidemment, une unique forme M linéaire sur Cn. Très bien. Maintenant, c'est facile de voir que quand je vais faire x, quand je vais échanger deux éléments là-dedans, je vais montrer que cette forme M linéaire est alternée. Et quand je vais échanger deux éléments, eh bien, j'ai une transposition que j'appelle T, ici, et en fait, ici, x de cette transposition, quand j'ai transposé deux éléments, j'ai x de i rond t. Mais x de i rond t, par définition, qui est là, si je dois regarder x i rond t, c'est la i composante de t.x, où t, c'est une transposition, vous vous rappelez. Mais comme x est dans C epsilon A, ici, t.x, c'est moins x. Ici. Donc je vais regarder la ième coordonnée, ici, de moins x, c'est-à-dire moins xi. Vous avez compris, ça veut dire que la forme M linéaire, quand j'ai échangé deux éléments, elle est venue opposer, c'est une forme linéaire alternée. Je vous laisse imaginer qu'on a une bijection, même un isomorphisme, entre C epsilon A, ici, et ce que j'appelle lambda m de Cn, c'est-à-dire l'espace vectoriel des formes M linéaires alternées sur Cn. Voilà. Quelle est sa dimension à lui? Eh bien, je peux définir une forme de façon unique, une forme M linéaire alternée. Comme la forme est alternée, quand j'ai une suite qui ne vérifie pas forcément ceci, cette inégalité, je peux toujours retrouver l'image de mon multivecteur en redressant et en utilisant les formules des formes alternées. Donc, la dimension des formes M linéaires alternées sur Cn, c'est M parmi N. De la même manière que la dimension des formes N linéaires sur Cn, c'est N parmi N, c'est-à-dire 1. On retrouve le déterminant. Voilà. Donc, vous avez vu, ici, on a
A epsilon qui est égal à ceci. Alors, le caractère comme ici, le caractère qui epsilon de sigma, c'est la trace, mais epsilon, c'est de dimension 1, c'est une représentation de dimension 1. Donc ici, on a juste epsilon de sigma. Ici, on a dit que c'était le nombre d'invariants, et le nombre d'invariants, on l'a calculé tout à l'heure, c'est n puissance c sigma. Donc, moralité, regardez, vous avez 1 sur factoriel m, facteur de la somme de sigma dans Sm de epsilon sigma n puissance cc sigma. Bon, le bar, il y avait un bar ici, mais comme c'est que des naturels, il a disparu. Ça, c'est A epsilon. Et A epsilon, d'après cet isomorphisme-là, c'est m parmi n. Voilà. Donc, en gros, en particulier, eh bien, quand on a m égale n, ça nous fait 1. D'accord, ce truc-là. Et c'est la formule que je vous annonçais qui représentait l'unicité du déterminant à scalaire près. Et c'est terminé. Bon, alors si vous ne connaissiez pas la théorie des représentations, vous avez dû être perdu, c'est normal, mais regardez la théorie des représentations, ouvrez un bon livre comme celui de Serre, et le nôtre, il est pas mal aussi, chapitre 13 de Nouvelles histoires hédonistes, de groupe et de géométrie. C'est terminé.